Donc moi-même, donc je suis Anne-Marie Liebman, je suis directrice opérationnelle d'une société qui s'appelle FLA Consultant, qui existe depuis plusieurs décennies et qui donc est spécialisée dans l'intelligence économique et scientifique ainsi que la veille. Je vais vous présenter tous nos intervenants et intervenantes. On va peut-être faire très simple et faire de façon assez linéaire, on va dire. Je vais m'adresser à Véronique qui est le plus loin de moi. Véronique Mesguich, je crois que tout le monde connaît beaucoup, connaît très bien Véronique qui est déjà aussi déjà une renommée grâce au livre qu'elle a écrit, aux nombreux livres sur la veille et sur la recherche d'informations stratégiques. J'ai le privilège d'avoir la dernière version de ce livre, la recherche d'informations stratégiques sur le web. Et donc que Véronique vient de sortir, donc on s'en réjouit et effectivement c'est vraiment le livre de référence sur la veille et la recherche intelligente. Donc Véronique, tu es donc consultante, formatrice, donc spécialisée dans le domaine de la veille stratégique. Je vais te laisser te présenter. On m'entend? C'est bon, oui. Bonjour à toutes et tous. Ravie d'être ici, de retrouver des vraies personnes dans la vraie vie, parce que c'est vraiment agréable. Donc juste en quelques mots, mon nom est Véronique Mesguich. Je suis consultante formatrice spécialisée dans la veille, dans la recherche d'informations, dans la transformation numérique des bibliothèques. J'ai eu dans une vie antérieure l'occasion de diriger une bibliothèque universitaire et je me suis passionnée pour les méthodes de recherche d'information et de veille que j'enseigne aujourd'hui dans plusieurs établissements, notamment l'École européenne d'intelligence économique à Versailles, le BD, l'École des bibliothécaires et documentalistes, le CNAM et beaucoup d'autres établissements qui me pardonneront de ne pas les citer tous. Donc l'actualité, c'est Anne-Marie a eu la gentillesse d'évoquer la sortie qui a eu lieu il y a quelques jours de la nouvelle édition de mon ouvrage qui s'appelle donc Rechercher l'information stratégique sur le web, avec en sous-titre Sourcing, veille et analyse à l'heure de la révolution numérique. Et on va développer bien sûr tous ces aspects. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait bien sûr un nouveau Google. Il n'y aura pas de nouveau Google bien sûr, mais ça je pense que vous en doutiez. Mais dans cet ouvrage et dans la table ronde qui va suivre, nous allons évoquer des pratiques, des méthodes, des outils qui vont permettre une recherche d'information et une veille efficace. Merci Véronique. Alors je crois que non, c'est bon. Oui, alors dans une vie antérieure aussi, on a toutes les deux été à la présidence de la DBS. Voilà, on a eu le plaisir de partager cette belle aventure. Exactement. Donc la DBS étant l'association des professionnels de l'information. Donc voilà. Alors côté de Véronique, donc nous avons Marina Bello qui est donc aussi une experte pointue en veille et qui est responsable du pôle Scope veille augmentée chez la société Actualis, qui est un groupe spécialisé dans la veille, l'analyse de l'information économique au service des entreprises. Véronique, je vais te laisser te présenter également. Oui. Et ton actualité. Très bien, merci Anne-Marie. Donc bonjour à tous, enchantée d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc je fais partie de la société Actualis que vous pourrez venir visiter au stand E25 au bout de cette année. On sera vraiment ravis de discuter avec vous. On est spécialisé depuis plus de 20 ans dans la recherche d'informations et la veille, notamment sur des contenus d'actualité économique et industrielle. Et sur cette expertise, nous réalisons des prestations de services à différents usages selon notre gamme d'offres qui se compose en 3 offres. Et donc aujourd'hui, en 3 produits, pardon. Et aujourd'hui, je représente Scope Veille Augmentée, qui est plutôt orienté sur la veille stratégique et les études de marché stratégiques. Donc je suis vraiment ravie de partager cette table ronde avec mes différents collègues pour vraiment vous apporter nos constats et puis surtout des pratiques qui pourront vous aider, vous, au quotidien, dans la recherche d'informations. Voilà. Donc, merci beaucoup Marina. Donc, Alizée Guillet, qui, elle, est responsable veille stratégique et innovation chez Suez.
Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis depuis 2 ans chez Suez, donc dans une division qui s'appelle Suez Smart Solutions, qui est dédiée à toutes les nouvelles technologies, les plateformes de données, les capteurs, etc. Et en fait, c'est une division qui cherche à mettre en place vraiment de la veille stratégique. Donc ça passe par une grosse veille technologique et concurrentielle, mais aussi sur les usages par rapport aux collectivités pour comprendre un petit peu quels sont les besoins qui émergent du marché et de mettre tout ça en place pour le marketing, pour ensuite pouvoir le vendre concrètement. Donc c'est vraiment quelque chose de très transverse qui part d'un besoin de base de comprendre les technologies, les usages, jusqu'à la commercialisation de nouvelles offres. Donc voilà. Je suis aussi très fière de participer à cette conférence et d'apporter peut-être un regard un peu jeune, puisque je suis tout juste diplômée de l'école de guerre économique. Merci beaucoup, Alizée. Et donc, Mounir, donc notre quatrième expert, Mounir Rochdi, qu'on connaît aussi, qui est un grand nom de l'intelligence économique, qui est donc consultant international, docteur en intelligence compétitive et administration de l'Académie de l'intelligence économique, dont on est ravis de voir qu'elle redémarre et dans de bonnes conditions. Donc, Mounir, je vais te laisser te présenter en plus ta société Think Tankers que tu as fondée et qui a une vocation africaine intéressante. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste dire quelque chose. En venant ici à e-Expo, il y avait une petite musique sympathique dans les tapis roulants là, et j'avais l'impression que j'étais petit et que je venais à un parc d'attractions, tellement j'étais content de revoir des gens en vrai dans des salles. Donc c'est drôle, mais c'est les sentiments que j'ai eus. Alors oui, je suis consultant international auprès d'institutions comme les Nations Unies, GIZ ou d'autres. Mais je voulais parler un petit peu de Think Tankers, qui a été fondé il y a une quinzaine d'années. L'objectif de Think Tankers, c'est un réseau au fait, d'experts qui croient tous dans un développement inclusif, collectif et durable. Et donc, on part de ces 3 points pour accompagner justement des institutions publiques et privées dans la market intelligence et dans l'innovation. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je veux dire, nous avons tous des profils LinkedIn. Je vous invite à consulter nos profils LinkedIn. Comme ça, on gagnera du temps. Merci beaucoup, Mounir. Donc, on va démarrer. Donc, effectivement, le titre de la conférence est bien significatif. C'est rechercher la recherche d'informations telle qu'elle se pose en 2021. On sait maintenant, grâce à Véronique, qu'il n'y a pas de nouveau Google, mais bon, donc on va essayer effectivement de vous apporter ce qui peut vous aider au niveau de Google et faire bien plus que finalement que Google, puisqu'il s'agit effectivement de vous apporter un petit peu nos observations en termes donc d'expérience, j'allais dire consommateur, on parle beaucoup de ce mot, d'expérience utilisateur. L'internaute, finalement, est un utilisateur comme un autre. Alors, effectivement, on va parler ici d'internaute, on va dire au sens professionnel, dans la sphère professionnelle. Ça peut aller tout à fait de l'étudiant, du chercheur, jusqu'au directeur de la R&D, en passant par l'analyste marketing. Tout le monde cherche de l'information. Donc, c'est un public avec lequel on travaille en permanence. Ce sont nos clients, ce sont les gens qu'on accompagne, etc. Donc, on est issus de ce milieu nous-mêmes. Et voilà, ce qu'on va essayer de vous apporter ici, c'est la vision, effectivement, de cette expérience utilisateur au niveau de la recherche telle qu'elle se pose là, maintenant. Et puis, essayer de vous donner des méthodes, des pratiques, des conseils dans ce monde qui est quand même bien complexe. Donc, en commençant par justement le début, c'est-à-dire les constats que l'on peut faire actuellement et surtout en termes de contraintes, je vais donner la parole d'abord à Véronique qui va nous donner l'environnement dans lequel on travaille actuellement. Alors, je voulais juste, en guise d'introduction, évoquer un ouvrage que j'ai vu passer récemment. C'est un peu un effet de la sérendipité. C'est un ouvrage de l'économiste François-Xavier Oliveau qui s'appelle « La crise de l'abondance ». Et selon cet auteur, le progrès technique a permis de passer à une société de l'abondance qui ne va pas sans générer des crises. Crise environnementale, crise financière, crise tout simplement de l'homme face au monde du travail.
Et alors cet ouvrage, bien sûr, n'est pas spécialisé dans le monde de l'information numérique, mais je pense qu'on peut faire un parallèle avec ce monde de l'information numérique et la surabondance, l'infobésité, comme on dit, qui le caractérise. Et parmi les remèdes que propose l'auteur pour gérer ces crises liées à la surabondance, il propose une distribution efficace de ces ressources issues de l'abondance. Et en matière d'information numérique, comment se fait la distribution ? Elle se fait, entre autres, pour les professionnels de l'information que nous sommes, comme pour les internautes lambda que nous sommes également dans notre vie de tous les jours. Elle se fait en grande partie par des moteurs. Et ces moteurs, ils ne distribuent pas de façon optimale cette surabondance d'informations. De par leur fonctionnement classique, déjà à travers des algorithmes peu transparents et une segmentation par un saucissonnage, par groupe de 10 des réponses, mais de plus en plus, et ça c'est une tendance qu'on constate pas seulement chez Google, mais chez d'autres moteurs, cette volonté de devenir un moteur de réponse qui aurait réponse à tout et qui va nous donner une réponse unique et qui se caractérise chez Google par exemple, les feature snippets, ces extraits optimisés que l'on voit de plus en plus, notamment dans les versions mobiles des moteurs, donc un extrait d'une réponse qu'on va nous présenter un petit peu en exergue, en plus des présentations classiques de résultats et des liens sponsorisés. Ce qu'on trouve également de plus en plus, ce sont les questions-réponses, qui extraient également des petits bouts d'informations, mais sans donner justement une vision qui prend un peu de hauteur ou qui pourrait croiser des points de vue un petit peu contradictoires. Ça, à un moment, Bing avait tenté de le faire d'ailleurs. Ils avaient expérimenté chez Bing une présentation des résultats qui pouvait présenter deux réponses un petit peu contradictoires. Ils l'ont rapidement abandonné, vu la difficulté d'extraire ces résultats. Donc, toutes ces nouvelles dispositions, on parlera tout à l'heure des nouvelles mises à jour de Google, notamment autour du traitement du langage naturel avec BERT, ou la mise à jour toute récente Page Experience. Donc, toutes ces nouvelles dispositions, les nouveaux formats, comme le format AMP, de pages qui est accéléré sur mobile. Donc, toutes ces nouvelles dispositions font qu'on va vers un peu une forme de pensée unique, au point que le Journal du Net, il y a quelque temps, avait publié un article intitulé, c'était un peu une provocation, mais intitulé « Google est-il devenu bête ?» Merci Véronique. Alors effectivement, la recherche, c'est loin d'être quelque chose d'automatique et de simple. Marina, tu voulais insister sur cette importance de maîtrise de la recherche et de tout ce qui va avec en termes d'exploration. Tout à fait, effectivement, comme Véronique l'a expliqué, on est dans une phase de crise, de changement. Les mutations s'accélèrent et dans tous les domaines comme dans la recherche d'information, je pense que ce que je voulais appuyer aujourd'hui, c'est dire qu'il fallait redonner du temps à des phases de réflexion. On est dans un monde où on est dans une phase de changement d'échelle temporelle. Les crises accélèrent les mutations, mais également on est dans une phase où on a l'habitude de consommer dans l'immédiateté. Et dans l'entreprise, on reçoit l'information et on veut la consommer rapidement, et surtout en termes de direction, de retour sur investissement, on veut un résultat direct. Moi, j'entends beaucoup parler auprès de mes clients de ROI. Vous allez me vendre de l'information, mais qu'est-ce que je vais dire à ma direction? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Comment on va rentabiliser ça? Alors oui, j'ai pas de ROI visible concret, mais par contre, ce que je sais par expérience, et mes experts en veille et en recherche d'information me le demandent, c'est du temps sur la phase d'exploration. Parce que aujourd'hui, on y viendra tout à l'heure sur la complexité du monde qui nous entoure et la complexité des recherches d'informations qu'on a à faire. Bien sûr, on veut de l'analyse, on veut comprendre, mais avant d'arriver à cette étape finale, il faut passer du temps exploratoire et parfois même un petit peu se perdre, aller ouvrir des portes et se dire non, ok, on la referme, mais au moins on y est allé et on est sûr finalement qu'après notre analyse, notre recherche d'information, elle sera basée
sur quelque chose qui a été pris dans sa globalité et dans la transversalité aussi des forces qui appuient sur notre analyse finale. Donc, je pense que Mounir va insister sur le sujet du biais cognitif, mais effectivement, dans cette phase d'exploration, moi, la première étape que je souhaite mettre en avant, c'est un peu un rapport d'étonnement par rapport au sujet qu'on va nous proposer. Étonnez-vous, allez chercher. Et ensuite, en tant que professionnel de l'information et de chercheur de cette information, mettez-vous aussi au niveau de votre interlocuteur. Demandez-lui à quel niveau lui est allé chercher, est allé s'étonner, et surtout, vers quel but et quel usage concret il veut aboutir. Et finalement, l'étape finale, avant de se lancer dans une recherche d'information, c'est d'arriver avec une reformulation de quelques questions clés qui vont vous servir tout au long de cette démarche de recherche et d'analyse. Et donc, pour finir, et après je laisse la parole, plutôt que de parler de ROI, je préfère parler de RONI, c'est-à-dire de risque de non-investissement, risquer de ne pas prendre ce temps exploratoire. Le ROI sera de tout autant de mauvaise qualité. Merci Marina. Effectivement, on constate que souvent, les clients ont à la fois cette exigence quand même d'exhaustivité et en même temps, il faut optimiser au maximum les coûts de recherche et ce que tu dis est extrêmement juste. Effectivement, il faut absolument imposer finalement un temps à son client aussi et lui faire comprendre cela. Alors justement, Alizée, toi, tu constates aussi qu'il y a quand même une autonomisation de l'utilisateur, mais néanmoins, l'accompagnement en termes de recherche est fondamental. Oui, alors juste pour revenir sur le point précédent, moi je pense que c'est important aujourd'hui. On valorise beaucoup l'analyse, c'est-à-dire le point final, parce que c'est ce qu'on va tous lire, c'est ce qu'on va voir, et on valorise pas assez ce temps passé à rechercher, à comprendre la recherche, parce que c'est ça le sujet de base. Avant d'avoir une analyse, il faut avoir compris ce que la personne voulait, compris ce que l'interlocuteur final souhaite et comment le trouver, comment le rechercher. Et ça, aujourd'hui, il faut vraiment réussir à le valoriser en interne auprès aussi des collaborateurs, des personnes qui sont liées à ces recherches-là, des personnes métiers, parce qu'eux aussi peuvent apporter des connaissances concrètes. Et ça se complète assez bien avec justement le côté du coup autonomisation de l'internaute. Donc quand j'entends internaute, pour moi, je prends par exemple tous les collaborateurs de mon équipe, mais aussi des différentes business units avec lesquelles je peux travailler, qui eux connaissent leur métier, ils connaissent leurs besoins, ils ont juste besoin d'être accompagnés dans leur recherche et d'avoir les bons outils pour y arriver. Aujourd'hui, eux, c'est presque les plus... une fois qu'ils ont les bons outils, ça va être eux qui seront presque les plus efficaces pour trouver facilement l'information parce qu'ils savent ce dont ils ont besoin. Donc en fait, il faut vraiment, j'ai envie de dire, les accompagner dans cette autonomisation-là parce que, comme on a dit avant, on est dans un environnement très complexe dans lequel il y a beaucoup d'informations accessibles et dans lequel, si on ne sait pas rechercher, on peut vite se perdre. Donc j'ai envie de dire, voilà, valoriser la recherche et accompagner cette recherche-là auprès de ses collaborateurs. Merci beaucoup. Mounir, je voudrais justement t'interroger sur les biais de la recherche, les incertitudes qu'on peut avoir lors de ces opérations. Oui, alors je me lève, c'est juste parce que je ne vois pas cette partie avec le pupitre, hein, donc par respect. Oui, les biais cognitifs. Alors je voudrais citer 2 exemples dans les biais cognitifs lorsqu'on fait de la recherche d'information. Vous avez une loi qu'on appelle la loi des petits nombres. Alors ceux qui font de la statistique et des études de marché connaissent la loi des grands nombres, qui consiste à sélectionner un échantillon pour ensuite transposer les résultats à tout le monde. Alors la loi des petits nombres dans les biais cognitifs, lorsqu'on fait de la recherche d'information, c'est que nous avons du mal à évaluer la représentativité de des résultats que nous avons. Sachant que 80% des connaissances dans une recherche, 80% des connaissances se forgent lors des 3 premières pages des résultats, voire les 10 premiers résultats. Alors que c'est faux. Comment on peut se forger une idée sur des résultats qui sont générés par un moteur de recherche suite à un algorithme que nous, on ne maîtrise pas? Alors on nous dit qu'il y a des milliards et des milliards de pages web, et moi je vais me baser sur 10 résultats
pour me dire, OK, c'est comme ça que je dois me diriger. Donc c'est ça un biais cognitif, et on se dit que, surtout si les résultats ont l'air très bons, on y croit encore plus. Le deuxième biais, c'est l'illusion de corrélation. C'est le fait de lier deux événements qui n'ont aucun lien. Un exemple classique, c'est la crème glacée et les noyades. Je vais sortir des statistiques. Toutes les statistiques disent que pendant l'été, la consommation de crème glacée explose. C'est vrai. Toutes les statistiques disent que pendant l'été, les noyades accidentelles augmentent. C'est vrai. Je peux même utiliser de la visualisation de données et je vous sors un graphe qui vous montre que là où il y a le plus de consommation de crème glacée, il y a le plus de noyades. Mais il n'y a aucune corrélation. Il n'y a aucune cause à effet. Tout cela, c'est virtuel. Il y a un facteur commun qui est la chaleur. Oui, lorsqu'il fait très chaud dans une plage, on a tendance à manger plus de crème glacée. Lorsqu'il fait très chaud dans une plage, on a tendance à se baigner. Et donc, ça là, va augmenter le risque de noyade. Mais en vous le disant comme ça, c'est évident pour vous, parce que je vous ai préparé au fait psychologiquement. Il faut savoir qu'une information dépend de l'environnement dans lequel elle se trouve. Et donc, cela affecte notre perception. Mais j'aurais pu vous le présenter autrement, avec des graphes issus de sources officielles, et vous allez comprendre de manière erronée qu'il y a une relation entre la consommation de crème glacée et la noyade, comme je peux le faire sur d'autres sujets. Voilà, c'était les deux biais cognitifs que je voulais citer comme exemple dans la recherche d'information. Merci Mounir, très imagé et très pertinent. Marina? Oui, juste pour rebondir ce que Mounir vient de dire, c'est qu'effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de rapport d'étonnement, et ce que je demande parfois à mes experts, c'est d'apporter un regard un peu novice, c'est-à-dire voilà, de ne pas être conditionné par un savoir préacquis, comme ce que tu peux certainement rencontrer à l'ISE au sein des BU, c'est-à-dire que tes scientifiques, tes ingénieurs ont l'habitude de croiser cette donnée, et je pense que la valeur ajoutée d'un regard externe, parfois, peut permettre justement de diminuer cet effet de biais cognitif. Oui, cette confrontation justement avec l'expert et nous qui sommes experts de la recherche d'informations mais pas de leur domaine en fait, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'être plus productif aussi après dans la recherche et de passer un peu à travers ces biais-là parce que si nous on n'intervient pas à ce moment-là, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, si on les laisse faire leur recherche tout seuls, c'est le problème de l'autonomisation, hein. C'est les biais. Ils vont voir ce qu'ils veulent voir. Et ils ne vont pas prendre de recul, de hauteur sur leur recherche. Et ça donne des analyses après biaisées. Exactement, absolument. Véronique, finalement, il y a un sigle VUCA que je vais te laisser développer qui peut résumer un petit peu ce qui vient d'être dit. Oui, cet acronyme, effectivement, VUCA, qui n'est pas si nouveau que ça. On l'a vu apparaître au début des années 90, justement au moment où on passe d'un monde binaire à un monde multipolaire. C'est aussi, mais il n'y a pas de relation de cause à effet, comme dirait Mounir, c'est aussi le moment où le web est apparu. Donc c'est aussi cette complexité qui apparaît. Et cet acronyme VUCA, on le traduit généralement, alors c'est en anglais, mais ça marche aussi à peu près en français. Donc le V pour volatilité, le U pour uncertainty, incertitude, qu'on vient d'évoquer, le C pour complexity, complexité, et le A pour ambiguïté. Mais on peut aussi, cet acronyme, le lire d'une autre façon assez différente, et justement la maîtrise de l'information, des sources, la maîtrise de la recherche, de l'analyse, va nous permettre de passer du VUCA que l'on vient d'énoncer à un autre VUCA, où le V serait pour vision, le U serait pour understanding, donc compréhension, le C pour clarity, clarté, et le A pour agility, agilité. Donc c'est de passer de ce monde complexe, plein de menaces, mais aussi bien sûr plein d'opportunités, à un monde où on y voit plus clair, où on est plus agile, où on a plus de compréhension, où on a une vision prospective grâce à la maîtrise de la recherche d'informations à travers des sources, à travers des outils, à travers des pratiques. Merci. Alors effectivement, on va passer dans ce deuxième temps qui est aussi de vous apporter
un certain nombre de méthodes, d'outils, enfin en tout cas qui peuvent vous aider à maîtriser justement ces complexités que l'on vient d'évoquer. Pour faire une transition, je voudrais un peu vous demander à chacun de rebondir sur une question qui est finalement la façon de cheminer. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'il y avait une multitude de chemins pour accéder à l'information et de la donnée. Mounir, comment tu pourrais caractériser les chemins tels que tu les vois? Au fait, aujourd'hui, tu l'as très bien dit, comme tout le monde va le dire, il n'y a pas de chemin particulier pour trouver l'information. J'ai donné l'exemple des biais cognitifs, effectivement, il y a des moyens pour réduire ces incertitudes. Mais aujourd'hui, on est obligé d'être agile au fait qu'on fait de la recherche d'information. Il y a très longtemps, on prenait le moteur de recherche, on tapait, on avait un résultat et on s'en contentait. Pourquoi on s'en contentait au fait? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Je veux dire, à part ce moteur de recherche, il n'y avait pas autre chose. Et donc, quand il n'y a pas autre chose, le risque aussi est réduit. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le choix. Quand vous avez un seul chemin à prendre, vous prenez ce chemin, je ne sais pas, votre voiture tombe en panne parce qu'il y a un élément particulier sur cette route qui fait en sorte que personne ne va vous en vouloir parce que c'est le seul chemin qu'on devait prendre. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul chemin pour trouver l'information. Il y a les moteurs de recherche, certes, on parle beaucoup des moteurs de recherche, et qui se développent d'ailleurs, hein. Véronique va en parler. Google, aujourd'hui, on ne parle plus de moteur de recherche pour Google, mais tu en parleras. Il y a des outils, il y a des méthodes, donc l'idée c'est d'être très agile et de trouver ce qui va répondre à notre besoin. N'oubliez pas, le point de départ c'est le besoin. On a besoin de quoi? Quand je dis le besoin, on en parlera un peu plus en détail, c'est pas juste la phrase, voilà, j'ai besoin de ça ou j'ai besoin de trouver ça. Mais il faut décortiquer au fait, mot par mot, ce qu'il y a dedans. Parce que le fait de décortiquer au fait ce besoin va définir des langues, va définir des méthodes, va définir des outils, va définir un temps, elle va définir tout cela. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de multitude. Dit comme ça, effectivement, vous allez me dire, ouais, mais attendez, vous croyez que pour chaque recherche, on va... Mais ça aussi, ça s'apprend au fur et à mesure. Et ça s'apprend comment? En étant dans un monde exploratoire. Aujourd'hui, la recherche d'information est d'abord de l'exploration de l'information. On n'est plus dans la recherche d'information, on est dans de l'exploration. Et dans l'exploration, il faut trouver les informations qui nous intéressent. Merci. Marina, peut-être un avis sur justement la diversité des méthodes et l'agilité en termes de démarche que ça suppose? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a l'e-expo est là pour nous présenter des plateformes qui peuvent agréger beaucoup de fonctionnalités. Après, tout dépend aussi de la structure dans laquelle on évolue et les moyens qu'on a à disposition. Et puis surtout la complexité de la question, de trouver la réponse aux questions qu'on se pose. J'aurais juste un constat, c'est de se dire faire la méthode des petits pas. Véronique, finalement, c'est une approche assez déstructurée. Oui. Moi, ce que je dis à mes étudiants qui ont généralement l'âge de Google, n'oublions pas que Google est né en 98, donc pour un humain c'est jeune, pour un site web c'est vieux, c'est beaucoup. Donc, et ce que je leur dis, c'est que les moteurs de recherche, c'est un peu les baobabs qui cachent, non peut-être pas la forêt, mais la savane, enfin un paysage assez composite. Et que, effectivement, la recherche via les moteurs, c'est une approche de la recherche il ne s'agit pas de boycotter les moteurs, bien entendu, ils nous rendent de grands services, ils sont très puissants, mais on peut aussi envisager une recherche par arborescence dans des différentes rubriques d'un site. On peut envisager une recherche, bien sûr, dans des bases de données bibliographiques, des bases d'articles scientifiques. On peut envisager une recherche par sérendipité, en explorant les liens internes et externes dans un site. Il y a tout ce qui est recherche multimédia, qui a pris énormément d'ampleur à travers tous les contenus, images, vidéos, podcasts. On a maintenant à notre disposition un éventail de podcasts de grande qualité, et il faut des moteurs spécifiques parce que Google n'a pas encore, je pense que ça viendra, mais Google n'a pas encore une fonctionnalité dans le domaine.
Il y a tout ce qui est recherche sociale au sens faire des recherches en s'appuyant sur des partages dans des communautés, hein, ça peut être des groupes Facebook, LinkedIn ou autres, hein, ou tout simplement dans Twitter. Enfin, tous ces partages qui sont faits dans des communautés d'utilisateurs en étant bien sûr vigilants par rapport aux biais, par rapport au risque d'enfermement algorithmique, hein, dans ce qu'on appelle les bulles de filtre, et puis bien sûr dans la désinformation, hein, les fameuses fake news dont vous avez un petit peu entendu parler. Donc toutes ces méthodes, hein, voilà, elles composent un espèce de manteau d'arlequin, voilà, qu'il faudra combiner là aussi avec beaucoup d'agilité et avec aussi, mais ça je pense qu'on va en reparler, des nouveaux types de sources et de pratiques autour de ce qu'on appelle l'OSINT, hein, l'intelligence des sources ouvertes, hein, beaucoup utilisée dans le domaine de l'intelligence économique. Donc s'appuyer sur toutes ces sources ouvertes issues des réseaux sociaux, issues des investigations, des fuites, pour exploiter toute cette intelligence issue donc de renseignements ouverts. Aussi ce qu'on appelle l'IMINT, hein, l'intelligence des images prises par des satellites ou des drones, qui constituent autant de nouvelles sources d'informations qu'on ne trouvera sans doute pas avec des moteurs généralistes. Merci. Donc, effectivement, toujours dans cet aspect de méthode, d'outils aussi, on va se focaliser un petit peu sur les outils maintenant. Marina, je te laisse la parole. Oui, juste pour compléter un petit peu le propos que j'ai introduit tout à l'heure sur les différentes chemins d'accès à l'information. Voilà, je parlais d'extension Internet. Nous, par exemple, on utilise des petits applicatifs, notamment pour surligner un mot-clé en fait sur des pages web. Donc, on constitue des recherches complexes, mais on n'est pas dans une base de données structurée comme on peut être dans un agrégateur de presse ou dans une base de données scientifique. Et donc là, on a besoin d'une aide en plus. Donc on utilise un petit applicatif qui s'appelle Highlight This. Merci pour mon accent. Et donc ça nous permet de gagner en rapidité par rapport à ces informations. On utilise aussi des petits outils qui s'appellent comme Session Body, qui permettent d'organiser très rapidement des favoris, puisque l'important aussi, c'est quand on est dans la phase exploratoire, c'est finalement de peut-être limiter et de qualifier les sources fiables et pertinentes et de faire tourner sa recherche une fois qu'on a fini cette phase exploratoire sur un corpus de sources assez spécifique. Et je pense qu'Alizé, toi, tu as une petite astuce par rapport aux fake news. Non, c'est pas vraiment une astuce, c'est plus penser au fact-checking en fait. C'est plus une bonne pratique qu'une astuce parce qu'aujourd'hui, c'est plus de se dire qu'une information qu'on va lire quelque part, toujours la confronter à d'autres sources pour vérifier que les chiffres sont bons, qu'il n'y ait pas de biais dans l'article. Vraiment s'assurer de fact-checker, désolé pour l'anglicisme, mais de vérifier les articles qu'on trouve, les sources qu'on trouve, pour s'assurer aussi que ce soit une bonne source et pourquoi pas après la garder. Ça c'est aussi dans le sourcing, hein, ça rentre en compte dans ce plan-là, mais voilà, vérifier que ces données sont bonnes en lisant d'autres articles et ne pas se contenter de juste un article et de la donnée qu'il vous donne. Enfin, voilà. Alors, effectivement, dans le cadre des méthodes et des outils, Mounir, toi, tu as beaucoup travaillé sur une méthode, hein, la méthode Amos, qui est certainement très productive face à... Alors justement, avec Véronique, Marina et Alizé, on comprend cette multitude de chemins et une multitude d'outils pour faire, toujours dans la complémentarité. À Think Tank 15, on avait développé un modèle au fait de recherche qui s'appelle Amos, pour Advanced Model for Online Search. Alors, vous allez me dire pourquoi vous avez choisi un nom en anglais. Tout simplement, à Think Tank 15, on travaille beaucoup avec le monde anglophone. Et croyez-moi, il est plus facile de trouver un francophone qui parle anglais qu'un anglophone qui parle français. C'est pour ça qu'on a choisi le titre en anglais. Donc, c'est modèle avancé pour la recherche en ligne, qui est composé en 9 étapes, en fait. C'est des étapes tout à fait logiques, hein, mais c'est des étapes, en fait, qui deviennent un peu... imposé, c'est-à-dire on définit le sujet, on définit les langues, on définit les cibles. Les cibles, ça peut être une ville, une personne, une zone géographique. On définit les outils que nous allons utiliser. J'ai bien dit les outils, j'ai pas dit le moteur de recherche ou l'outil ou la méthode, parce que même Amos,
n'est pas une méthode magique. C'est une méthode en complémentarité avec tout ce qui a été dit qui va aider à faire de la recherche. Je vous donne un exemple très simple. Supposons qu'on me demande, Mounir, est-ce que tu peux me trouver les statistiques d'importation des semi-conducteurs en Europe? La question en elle-même, elle paraît assez simple. Hein. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a la façon, je ne me casse pas la tête, je prends exactement la phrase et je la tape dans Google. Hein. Je le fais moi aussi. Hein. C'est pas parce que je fais beaucoup de recherche d'information que vous savez, l'être humain est de nature paresseuse. Donc, on commence toujours par le plus simple. Sauf que si on commence par cette méthode simple, attention au temps. Ne perdez pas trop de temps. S'il n'y a pas, on passe à autre chose. La deuxième méthode, EMOS, c'est que je vais décortiquer ça. Statistique d'importation des semi-conducteurs en Europe. Déjà, j'ai Europe, une zone géographique. Ce qui va tomber sur quoi? Sur des langues. En Europe, on ne parle pas que le français en anglais. Dois-je faire la recherche en espagnol? Dois-je faire la recherche en italien? On parle des semi-conducteurs. Pourquoi? Je dois définir. Pourquoi on va faire cette recherche des semi-conducteurs? Suis-je un constructeur automobile? Si je suis un constructeur automobile, ça limite encore plus. Dans ce cas-là, je vais voir quels sont les pays qui fabriquent des voitures. Pour limiter, moi, ma recherche. Attention, les limitations que vous allez faire, c'est pour vous. C'est pour avoir une meilleure recherche. Sinon, je veux dire, n'importe qui, on va vous dire, je veux savoir tout sur tout dans toutes les langues dans le monde entier. Ça, c'est la demande magique que personne ne peut faire, hein, croyez-moi. Même la CIA ne peut pas répondre à une question pareille, avec tous les moyens qu'ils ont. Et donc, on a une zone, on définit des langues, on définit des mots-clés. Parce que si on parle de langue, semi-conducteur, semi-conducteur, c'est en français. Si je dois l'utiliser en anglais, ça va devenir semiconductors, il n'y a plus de tirets. Si je dois l'utiliser en italien, je crois que c'est semiconduttore, je crois que c'est ça, je parle sous ton contrôle, etc. Et si je choisis d'autres langues, est-ce que je maîtrise ces langues? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise ces langues? Vous voyez, donc on part d'une recherche simple, mais on doit définir quelles sont toutes les étapes qu'on doit faire. Validation de l'information aussi. On a parlé du fact-checking. C'est pas parce qu'une information vient d'une source officielle qu'elle est forcément valide. C'est vrai que ça va vous paraître un peu bizarre. Et je vous donne un exemple très simple que vous avez tous connu. Souvenez-vous, lorsque l'AFP avait annoncé le décès de Martin Bouygues. C'est l'AFP. Tout ça parce qu'il y avait une erreur humaine de fact-checking, qui a conduit à l'AFP de sortir une dépêche pour dire que M. Martin Bouygues est mort, est décédé. Cela n'enlève pas le sérieux de l'AFP. Hein. Elle reste pour moi toujours une source sérieuse et valide. Mais voyez, une seule petite erreur de rien du tout, hein, d'incompréhension sur un coup de téléphone, et voilà comment on arrive. Encore une fois, les outils et les méthodes qu'on propose, ce n'est pas des solutions magiques, ça rejoint cette notion d'agilité aujourd'hui dans l'exploration et la recherche d'informations. D'ailleurs, merci beaucoup Mounir. Justement, Véronique, tu préconises beaucoup d'utiliser de nouvelles sources, de nouvelles méthodes comme l'OSINT. Est-ce que tu peux développer un petit peu avant de passer aux différentes conclusions? Oui, je voulais également revenir un petit peu sur les moteurs. Voilà, on y revient toujours. Bon, je disais au début, voilà, il n'y aura pas de nouveau Google. Il y a des nouveaux moteurs qui apparaissent. Hein. L'un des derniers en date, peut-être certains l'ont testé, c'est Brave Search. C'est le moteur qui a été lancé. Voilà, je vois des oui hein, dans la salle. Donc le moteur qui a été lancé par le navigateur Brave, hein, qui respecte la vie privée hein, et les données des utilisateurs. Donc il y a des nouveaux moteurs qui apparaissent, hein, qui ont vraiment leur intérêt, mais voilà, qui ont du mal évidemment à exister face au duopole Google-Bing. Je voulais aussi évoquer justement cette évolution des moteurs. On a parlé tout à l'heure des moteurs de réponse et des mises à jour importantes hein, qui ont été faites, notamment chez Google. Il y a eu une mise à jour qui a été menée depuis plusieurs années par Google, un nouvel index qui s'appelle Mobile First, hein, qui va privilégier les versions mobiles des sites hein, pour le référencement. Et ça va avoir un impact déjà dans le classement des résultats, mais aussi dans la façon dont les sites vont être conçus et aussi dans le requêtage. Enfin, tout ça est lié.
Et également, il y a une autre mise à jour, alors une mise à jour un petit peu plus ancienne, hein, qui date de 2019 sous le nom de BERT, hein, qui concerne le traitement des requêtes, hein, en langage naturel, parce que le grand public, effectivement, n'utilise pas forcément les requêtes booléennes et donc utilise des phrases en langage naturel, y compris dans des requêtes vocales, hein, émises via des assistants vocaux. Et donc, pour ça, Google a mis en place cette mise à jour BERT qui consiste à mieux comprendre, mieux appréhender ces requêtes, notamment en fonction de la façon dont les mots sont agencés les uns par rapport aux autres, et ce, dans plusieurs langues. Donc ça aussi, ça a un impact aussi sur la façon dont les requêtes vont être effectuées, et surtout la façon dont elles vont être traitées. Il y a une autre mise à jour aussi, je vais essayer de faire bref, qui vient de se terminer, là, qui a été menée depuis quelques mois, qui s'appelle Core Web Vitals, mais aussi qui est connue sous le nom aussi de Page Experience, qui est basée beaucoup sur l'expérience utilisateur, notamment sur mobile, le temps de chargement des pages, les images, enfin voilà. Donc tout ça aussi va avoir un impact sur la façon dont on va produire des contenus et donc la façon de les rechercher. Alors, je voulais également évoquer un sujet qui m'est cher parce que ça fait des années que je l'enseigne, c'est la recherche booléenne. Vous êtes nombreux à avoir étudié les requêtes booléennes dans vos formations. Et on peut se poser la question, est-ce que les requêtes booléennes sont encore utiles aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs écoles. Certains disent, mais non, ça ne sert plus à rien. D'autres disent, mais si, il faut les maintenir. Bon, bien sûr, la vérité se situe toujours dans les nuances. Je dirais que pour une recherche ponctuelle sur Google, justement du fait de ces mises à jour, des requêtes booléennes complexes n'auront pas forcément des résultats plus efficaces qu'une recherche simplement avec des mots-clés, voire même du langage naturel, du fait de ces nouveaux traitements. En revanche, dans le cadre, bien sûr, de l'interrogation d'une base de données d'articles scientifiques, par exemple, ou même de Google Scholar, ou même dans les Google Alerts également, là, il sera utile d'avoir recours à des requêtes booléennes complexes. Elles trouvent vraiment tout leur sens. Au contraire, là, ça va permettre de faire des recherches beaucoup plus approfondies. Et ça peut sembler aussi un peu paradoxal, mais quand on fait de la recherche dans les réseaux sociaux, notamment Twitter et LinkedIn, on pourra faire des requêtes booléennes, notamment sur LinkedIn. LinkedIn est incroyablement riche en fonctionnalités. Il y a notamment, vous connaissez sans doute la consultante américaine d'origine russe, Irina Shamaeva, et son blog Boolean Strings, qui propose régulièrement des modèles de requêtes booléennes pour LinkedIn, mais aussi plus généralement. Et il y a aussi des opérateurs cachés dans LinkedIn, que je présente dans l'ouvrage, qui sont incroyablement riches. Dans Twitter aussi, il y a énormément d'opérateurs qui ne sont pas très connus et qui méritent de l'être. Alors que finalement, les opérateurs de recherche avancée de Google que tout le monde connaît, c'est les sites, InURL, InTitle, etc., ils n'ont pas tellement évolué. Tout ça est resté... il y a peu de nouveaux opérateurs chez Google ou Bing. Juste alors, pour terminer sur un peu les nouvelles sources, on a parlé tout à l'heure de l'OSINT, c'est pas seulement des sources, c'est aussi l'exploitation de ces sources qui peut passer, et ça c'est des nouvelles compétences aussi pour les professionnels de l'information, par de l'extraction, par de la programmation en Python, par du scrapping. Donc ça aussi, il va falloir s'y mettre aussi pour exploiter tous ces gisements d'informations que les moteurs classiques ont du mal aussi à collecter et à analyser. Et également des nouvelles sources aussi qui n'existaient pas il y a encore une dizaine d'années. Je pense par exemple pour la recherche d'informations sur les entreprises. Bien sûr, tout le monde connaît les bases de renseignements financiers gratuites ou payantes, mais il y a aussi de nouvelles sources, comme par exemple le portail de l'OCCRP, l'Office de lutte contre le crime et la corruption, qui se base beaucoup sur des investigations journalistiques dans le cadre des enquêtes Panama Papers, par exemple, et qui compile des sources ou issues des leaks, etc., des sources très intéressantes sur tout ce qui est information stratégique sur les entreprises. Donc là, on n'aurait pas le temps de tout détailler, bien sûr, mais pour donner des exemples à la fois de l'évolution des moteurs et de nouveaux types de sources qui apparaissent. Merci Véronique. Peut-être que Marina, tu pourrais conclure sur justement la complexité, le mouton de la recherche, finalement la recherche des moutons à 5 pattes.
Oui, c'est le constat que je faisais quand on a préparé cette table ronde, c'est que je disais, moi, cette année, mes clients, mes prospects sont venus me voir avec des recherches que je qualifie de moutons à 5 pattes, c'est-à-dire que voilà, on cherche à répondre à une question très complexe et on a l'impression que voilà, la donnée doit être très rapidement accessible et compréhensible parce qu'il y a les moteurs, parce qu'il y a l'intelligence artificielle et que normalement, c'est simple de répondre à cette question. Et finalement, là où je voulais appuyer peut-être pour conclure, c'est que je pense que notre conclusion globale, c'est qu'à un moment donné, il faut être agile maintenant par rapport à ces fameuses recherches complexes. Et que l'agilité, on va la chercher, finalement, c'est peut-être un peu antagoniste, mais dans l'expérience, dans l'expérimentation. Et là, bon, je parle en toute... légèreté, puisqu'on a quelqu'un qui fait de la recherche d'informations en interne. Mais voilà, si vous n'avez pas le budget et les ressources en interne pour avoir cette expérience, cette expérimentation, il y a des professionnels de la recherche d'informations, des consultants externes qui peuvent à la fois vous amener cette expérience, ce regard neuf et le temps dont vous manquez cruellement parfois en entreprise. Alors justement, l'entreprise, Alizée, en fait, ton rôle est beaucoup dans l'accompagnement, finalement, en apprenant plutôt aux équipes à faire et en demandant un peu aussi, est-ce qu'eux aussi aient le temps, finalement, que leur manager leur laisse un petit peu de temps aussi pour y travailler. Alors, nous, on reste une toute petite équipe dans la cellule pour la veille, on va dire. Donc, l'intérêt, c'est vraiment pour nous de décentraliser cette veille-là vers une veille plus métier, avec des personnes dédiées, en leur apprenant, bien sûr, des bonnes pratiques, en leur donnant des outils, en les accompagnant. On est présent, on est là pour eux, on travaille avec eux, mais on essaie vraiment de faire en sorte qu'ils soient assez autonomes et de leur apporter notre expertise et notre expérience. Comme tu disais, c'est vraiment l'expérience et l'agilité de l'expert. Aujourd'hui, je ne me qualifierais pas d'expert, je suis encore junior, mais j'apprends. Et en fait, on apprend tous ensemble. C'est aussi ce côté collaboratif et coopératif de travailler ensemble et qui fait progresser mutuellement toutes les équipes, que ce soit l'expert, ça peut aussi être... faire appel à des experts externes qui peuvent apporter justement de la hauteur sur le sujet quand on a trop de biais en interne. C'est totalement, c'est très utile. Nous, on le fait aussi. Donc, c'est vraiment, ce que j'avais envie d'ajouter, c'est ça. C'est le côté collaboration et presque facilitateur, en tout cas en interne, du rôle du responsable veille ou même du veilleur. Voilà. Merci beaucoup, Alizée. Mounir, finalement, il n'y a pas de méthode, d'outil miracle. Alors non, il n'y a pas de méthode d'outil miracle. Je crois qu'on est tous d'accord sur ça. Moi, mon conseil, c'est que je vous dirais de devenir des explorateurs et de ne plus vous arrêter au premier niveau. C'est-à-dire, vous avez des méthodes, vous avez des outils qui ont été cités, vous pouvez les tester. Vous voulez professionnaliser votre démarche, n'hésitez pas à être accompagné. N'hésitez pas, je vous donne un exemple très concret. Vous avez la chance d'avoir e-Expo dans ces 2 jours. N'hésitez pas à aller visiter les stands, mais non pas pour s'arrêter au premier niveau. C'est-à-dire, ça c'est une plateforme de veille. Mais son voisin aussi est une plateforme de veille. Et le troisième est une plateforme de veille aussi. Il faut rentrer. C'est une plateforme de veille, mais qu'est-ce qui fait le mieux? Est-ce qu'il identifie mieux l'information? Est-ce que celui-ci fait la recherche mieux? Est-ce qu'il fait la surveillance mieux? Est-ce qu'il fait l'analyse mieux? C'est ça, il faut rentrer au fait dans la plateforme, parce que souvent, moi j'ai souvent des interlocuteurs ou des institutions avec lesquelles j'ai travaillé, ils prennent un outil, un bon outil, considéré comme bon sur le marché. Après, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils me disent? L'outil n'a pas fonctionné. Et ce n'est pas l'outil qui n'a pas fonctionné. L'éditeur a répondu à des termes de référence. Les termes de référence correspondent à l'outil. Il faut voir donc où est le problème. Est-ce que les termes de référence n'étaient pas bons? Est-ce que les personnes étaient mal formées sur l'utilisation de l'outil? Ou est-ce que l'outil ne correspond pas du tout aux besoins? Ça, j'ai déjà vu aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions qu'on peut prendre pour finir? Non? Est-ce que... Non? Véronique, tu veux peut-être donner le vrai mot de la fin? Oui. Je crois qu'on a un peu bouclé la boucle, en fait. On parlait en tout début de table ronde, dans ce contexte de surabondance, on parlait d'un remède qui passerait par une distribution efficace de cette surabondance. Je crois que c'est un petit peu ce qu'on disait tous, l'idée de redistribuer efficacement dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, à travers des RSE, à travers l'expertise des veilleurs en interne, en externe. C'est un peu ce que vous aviez tous dit les uns et les autres.
Et on parle d'ailleurs d'intelligence distribuée, hein, avec des modèles issus du monde animal, hein, du biomimétisme, hein, l'intelligence des abeilles, hein, l'essaimage. Et je crois que ça peut être un peu une réponse humaine justement à ce monde virtuel d'algorithmes et de données numériques. Donc voilà, je voulais conclure là-dessus pour insister sur cette nécessité de maîtriser bien sûr les méthodes, les outils, les sources, hein, et en plus de distribuer harmonieusement toute cette information. Merci beaucoup. Eh bien, et il me reste à remercier tout le monde, nos intervenantes et intervenants qui ont été vraiment extrêmement brillants. Et merci beaucoup. Et merci à vous de votre présence.